En plus de l'obtention des droits de Superman pour le film de 1978, Alexander Salkind et son fils Ilya acquièrent également les droits pour le personnage de Supergirl, créé en 1959 par DC Comics. Après l'échec commercial et critique de Superman 3, licence dont ils sont les producteurs depuis le film de Donner, les Salkind décident de mettre en chantier un film Supergirl afin d'apporter une nouvelle approche à leur franchise. Lester, réalisateur officiel de Superman 2 et 3, refuse le projet, et c'est finalement le franco-américain Janos Vark qui est choisi pour diriger Faye Dunaway et la jeune Helen Slater, préférée à Demi Moore ou encore Brooke Shield pour incarner le rôle titre, dans ce qui sera le premier film centré sur une super-héroïne. Bien le bonjour les anxieuses, et vous êtes sur Rose Comics pour un nouveau numéro de Magnétoscope, aujourd'hui consacré à Supergirl 1984, un film du français Janos Vark. Supergirl. Alors je vais commencer par établir un bref résumé du film. On est peu de temps après les événements qui ont amené à la destruction de la planète Krypton sur le premier film Superman de Richard Donner. On a un groupe de survivants, de Kryptoniens, qui ont réussi à échapper à la destruction de Krypton et qui ont trouvé refuge dans une espèce de navette spatiale immense en fait, qui est devenue une communauté qui s'appelle Argo City. Voilà. Et qui flotte dans l'espace à la dérive littéralement, sans aucun but, sans aucun objectif, sans aucun endroit où aller. Voilà pour cette communauté de Kryptoniens, parmi laquelle vit Kara Zor-El ainsi que ses deux parents et l'architecte du truc, c'est-à-dire le commanditaire, hein, le grand chef, le grand gourou de cette secte de hippies, qui s'appelle Zaltar. Dès le début du film, on te fait comprendre que Supergirl se déroule dans le même univers que le Superman de Richard Donner. Christopher Reeve, Superman, Clark Kent existent dans l'univers de Supergirl. Ce sont en quelque sorte les prémices de l'univers partagé au cinéma. En quelque sorte, c'est DC Comics qui a inventé bien avant Marvel le principe d'univers partagé avec ce Supergirl, bien évidemment. Ça n'a jamais été finalisé, c'était juste une idée balancée comme ça et ça n'a jamais été concrétisé. La vie dans cette communauté qui est Argo City est possible grâce à l'énergie issue d'une boule magique, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle le méga orbitron, quelque chose dans le style, c'est une espèce d'orbe magique grâce à laquelle tout est possible. Et mais absolument tout, quoi, c'est le MacGuffin du film, tu le comprends très très vite. Et du coup, ce truc-là, eh ben, il est perdu dans l'espace, on le perd dans l'espace. Et il atterrit sur la planète Terre, comme par hasard. L'univers n'est pas suffisamment grand, il fallait que le méga orbitron atterrisse sur la planète Terre, exactement la même planète où a été envoyé Kal-El des années auparavant. Bref. Donc du coup, la jeune Kara Zor-El, qui est encore une jeune pucelle dans ce film, on te le fait très vite comprendre aussi au début du film, hein, c'est encore une gamine quoi, elle décide de, comme ça en pleine paix, de partir récupérer le méga orbitron sur Terre, nique sa mère, on y va, l'aventure nous attend. Ok, pourquoi pas si tu veux. Elle arrive sur Terre. Elle découvre le monde des humains, elle se rend compte que son cousin Kal-El, donc interprété par Christopher Reeve dans cet univers partagé, existe sur cette planète, mais elle ne va jamais chercher à prendre contact avec lui, on ne sait pas pourquoi. Le méga orbitron, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais vous aurez compris l'idée, il a atterri entre les mains d'une sorcière, qui s'appelle pas Ursula, mais on n'en est pas loin, elle s'appelle Selena. Une sorcière, tout ce qu'il y a de plus sorcière, voilà, une vieille de quadragénaire avec des pouvoirs magiques qui récite des incantations en latin. Voilà, une sorcière, tout ce qu'il y a de plus stéréotypé, une sorcière qui décide de faire le mal. Voilà. Et donc Supergirl va se dresser sur sa route pour récupérer le méga orbitron et mettre cette sorcière hors d'état de nuire. Voilà pour le synopsis du film Supergirl. Quel rapport j'ai avec ce film? Eh ben, il se trouve que Supergirl, c'est l'un des premiers films d'ici que j'ai vu dans ma vie. Le film est passé un soir à la télé, il me demandait plus sur quelle chaîne, j'étais gamin, j'étais à l'école primaire, hein, donc je devais avoir entre 7 et 10 ans, quelque chose comme ça. Lorsque j'ai vu Supergirl, et quand j'étais gamin, j'ai kiffé ce film. J'ai kiffé ce film, voilà. Quand t'es un môme, tu te rends pas compte des incohérences, des conneries, des foutaises, tu t'en as rien à foutre. Tu vois Supergirl, une gonzesse qui est capable de voler et de lancer des rayons thermiques, des rayons laser grâce à ses yeux, c'est la classe, quoi. C'est la cousine de Superman. Donc quand t'es un fan de Superman, t'es content, quoi. Voilà. Et donc c'est un des premiers films Supergirl que j'ai vu dans ma vie.
avec Batman de Tim Burton et avec Superman de Richard Donner. Et ce film-là, je ne l'ai jamais revu avant le visionnage que j'ai dû faire pour cette critique, pour cette review. On va commencer par les points positifs, puisque je n'ai pas aimé ce film, donc on va conclure la vidéo avec les points négatifs. Enfin, on va conclure. Toute la vidéo portera sur les points négatifs, puisque ce film en est rempli du début à la fin. Au niveau des points positifs, c'est qu'ils ont eu l'idée de faire un univers partagé, et ça c'était plutôt cool comme idée, je veux dire, avec le Superman de Richard Donner, malgré le fait que à partir du deuxième film ça soit complètement de la merde. Si on prend en compte que ce film Supergirl se passe dans le même univers que le premier Superman, c'est cool, l'idée est franchement cool de base, hein, voilà. Après c'est comment ils ont fait ça qui pose beaucoup plus de problèmes sur Supergirl. Mais l'idée de base de faire les prémices d'un univers partagé au cinéma, elle vient de Supergirl et franchement c'était plutôt une bonne idée sur le papier. Donc ça c'est un point positif. Par exemple, tu as l'acteur de Jimmy Olsen du premier Superman qui reprend son rôle de Jimmy Olsen dans ce film. On t'introduit des personnages de l'univers Superman qui n'ont pas encore été traités par le premier film de Richard Donner, à savoir la petite sœur de Lois, donc Lucy Lane, qui est donc la meilleure amie de l'héroïne dans ce film. Pourquoi pas ? Je mange. Donc ça c'est un point positif en soi, mais vous allez vous rendre compte que ça tourne très vite au point négatif. Et c'est tout pour les points positifs. Je n'ai noté que ça. On aurait pu également citer le fait que c'est intéressant de faire un film sur une super héroïne. En plus on est en 84, donc les films de super héros il n'y en a pas eu encore tant que ça. Et c'est culotté, sans mauvais jeu de mots, de faire un film avec une super héroïne, voilà, avec une gonzesse. Le problème c'est, une fois de plus, ce qu'ils en ont fait, et vous allez voir que ça aussi, ça prend très vite des allures de points négatifs. Allez, on passe à la longue liste de points négatifs, justement. Et là, il y en a une chier, donc je vais essayer d'aller vite. Le générique d'introduction, composé par le musicien qui aurait dû se charger des musiques du premier Superman, qui a été remplacé au pied levé par John Williams. Jerry Goldsmith, compositeur entre autres des Gremlins et d'Alien. Donc, Jerry Goldsmith, ici, il nous livre une orchestration assez assez bateau, le thème de Supergirl qui ouvre le film, donc c'est quelque chose d'assez générique, d'assez bateau, c'est jamais vraiment percutant comme musique, je trouve. C'est pas un truc qui reste en tête. Ou dès les premières scènes, donc dans Argo City, dans cette espèce de navette spatiale, alors déjà cette espèce de communauté de Kryptoniens survivants, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre que leur planète est détruite, tout le monde prend ça à la légère, et t'as l'impression, c'est tellement mal joué, parce que ça c'est un gros point négatif du film. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acteur qui est à sa place, qui est investi dans ce film-là. Tout le monde en a rien à branler, clairement. C'est mal joué du début à la fin par n'importe quel gugus que vous allez voir dans ce putain de long métrage. Ça en devient insupportable. Dès le début, tu as un dialogue entre Zaltar, donc l'architecte d'Argo City, et Kara, donc l'héroïne principale. Et là, tu te dis, c'est elle, Supergirl, c'est elle l'héroïne principale. Ça va être long, hein. Ça va être très très long, le film dure 2 heures. J'ai dû regarder ça en 4 fois. Voilà. J'ai dû regarder Supergirl en 4 fois, les mecs. Tellement ça m'insupportait, je coupais et je remettais la suite au lendemain, quoi, parce que c'était compliqué de tout se taper en une fois. Donc voilà, très mal joué. T'as l'impression qu'ils sont sous acide en fait, quand ils sont à Argo City, qu'ils parlent entre eux, là, ils font des trucs complètement space là, avec des baguettes magiques, ils dessinent des libellules, des machins. T'as l'impression que c'est une communauté de hippies, c'est une secte, c'est la secte de Raël là, dans les années 60-70. Ils sont tous sous acide, ils sont tous complètement perchés, les mecs là-dedans. Tous zen. Leur planète n'existe plus, ils n'ont plus d'endroit où aller, mais ça n'inquiète personne. Donc après, tu as la scène où Kara décide d'aller sur Terre récupérer le méga Orbitron qui s'est barré. Méga Orbitron qui, je vous le rappelle, est l'espèce d'orbe énergétique grâce à laquelle tout est possible à Argo City, c'est-à-dire que c'est la vie, ce truc. Et c'est sous aucune protection. C'est-à-dire que le truc, il transite de main en main, comme ça, les gens se le passent, comme si, je sais pas, moi, il s'échangeait un DVD, tu vois, il se passait, tu vois, quand tu passes un DVD à ton cousin et qu'il te le ramène le dimanche d'après, là, c'est pareil, le méga Orbitron, ça transite de famille en famille au sein d'Argo City. Le truc, c'est censé être, grâce à ça, que tout le monde est encore en vie, et au final ça transite de main en main, tout le monde n'en a rien à foutre. D'ailleurs il n'y a aucune autorité dans ce bordel là, il n'y a pas de garde armée pour protéger le machin, non, c'est faites-en ce que vous en voulez. Et puis lorsqu'elle arrive sur Terre, et la meuf, alors déjà elle a déjà la tenue de Supergirl, tu sais, sur mesure, hein, impeccable. Elle se réveille, elle est dans l'herbe, elle se réveille, elle est déjà en tenue, tu sais pas d'où ça sort mais c'est pas grave. Et quand elle se réveille, il y a un petit lapin qui sautille à côté d'elle.
Alors déjà des libellules, des lapins. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup des chevaux qui galopent dans le soleil couchant. Et ben si, les chevaux qui galopent dans le soleil couchant. Donc au bout de 20 minutes de film, tu comprends que ce film n'est pas calibré pour toi en fait. Tu te dis, il y avait des poupées Supergirl à vendre, et là ils ont ciblé le truc sur un public de gamines quoi. Supergirl, c'est un film pour des gamines de 8 ans. En fait, le but de Supergirl, c'est mettre le grappin sur le public qu'on n'a pas encore réussi à acquérir sur les films Superman. Parce qu'il est bien connu que les trucs de super-héros, c'est les trucs pour garçons. Hein, voilà. Donc tous les gamins, ils achètent des figurines Superman et tout. Par contre, les gonzesses, il faut à tout prix leur vendre des trucs à elles. Donc du coup, pour les piottes, eh ben, on fait le film Supergirl. Voilà. Des chevaux qui courent dans le soleil couchant, des lapins, des libellules. On a compris le délire. Bref, elle se réveille, elle découvre ses pouvoirs, ça va très très vite. D'ailleurs, la thermovision dans ce film est capable de faire s'épanouir des fleurs. Voilà, t'as des fleurs qui poussent grâce à la thermovision, aucun sens. Elle devient Supergirl très rapidement dans le sens où elle acquiert le sens des responsabilités très vite. Il n'y a aucun parcours initiatique, elle sait déjà pourquoi elle est là et ce qu'elle doit faire, qu'elle doit faire le bien, tu vois. Plusieurs incohérences au niveau des super pouvoirs utilisés. C'est-à-dire que à un moment, la meuf, elle prend sa douche, elle regarde à travers le mur de la douche. Parce qu'il y a des gens derrière en train de faire une saloperie avec les tuyaux. Donc, rayon X pour voir ce qui se passe derrière. Jusque-là, on est bon. Thermovision. Thermovision qui passe à travers le mur de la douche. Il y a plein de conneries dans ce film, plein d'incohérences que je ne vais pas toutes rapporter dans cette vidéo. Ça servira à rien de tirer sur l'ambulance. Supergirl, c'est bien connu que c'est un nanar de toute manière. J'en ai relevé certaines pour déconner, pour délirer, tu vois, comme ça me fait un peu causer. Mais voilà, on va pas s'attarder sur toutes les conneries du film parce que ce film en est rempli. Hein. C'est Foutaise-Land, ce bordel-là. Hein. Le spectateur est très vite présenté au méchant du film, qui est donc une méchante pour le coup, hein, vu que c'est un film pour les filles, on va rester dans le délire, on n'a que des filles. C'est Selena, donc une espèce de sorcière qui a des pouvoirs magiques. Et donc le but premier de la sorcière, c'est pas de conquérir le monde, ça vient en deuxième. Le but premier, ouais, je sais que c'est original. Le but premier de la sorcière dans le film, et ça c'est pas moi qui l'invente pour faire rire les mecs, c'est regardez le film, c'est de séduire un jardinier, un jeune jardinier qui doit avoir l'âge de Supergirl, c'est-à-dire une vingtaine d'années, et puis Selena, elle est plus proche de la cinquantaine, donc déjà c'est un peu bizarre cette histoire-là, mais voilà, elle veut se taper le jeune, c'est une cougar, Selena, c'est clairement la cougar, sorcière cougar, et donc elle met au point un filtre d'amour afin que le jeune homme séduisant tombe sous son charme. Donc déjà, tu vois les ambitions de la meuf, enfin de la méchante. Donc c'est quoi le message du film en fait? Le seul but d'une gonzesse dans la vie, c'est d'être jolie, d'être gentille et de se taper le plus beau gosse venu? C'est ça le but ultime d'une fille dans une vie? En tout cas, c'est ce que nous fait comprendre très vite le scénario de Supergirl. Donc voilà, les sorcières, elles veulent se taper le Lumino, elles n'y arrivent pas malheureusement, leur idée elle foire. Parce que oui, je dis les sorcières parce que donc il y a Selena, la sorcière principale, et puis elle est accompagnée par une espèce de tocarde, parce qu'il est bien connu que quand il y a un méchant ultime, et ben, il faut toujours qu'il y ait une bande d'abrutis qui l'entoure. Ça, voilà. Donc là, Supergirl ne déroge pas à la règle. Elle n'y arrive pas, du coup le jeune homme il tombe amoureux de Supergirl. Et elle aussi, Supergirl tombe amoureuse de lui au premier coup d'œil, quoi. C'est le coup de foudre, elle le connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais elle le kiffe, voilà. Du coup, ça rend la sorcière jalouse et elle va se venger en utilisant mains et mains artifices pour détruire Supergirl. Puis à la fin, elle décidera de vouloir conquérir le monde. Donc elle commencera par essayer de conquérir Metropolis. Enfin, pas Metropolis, parce que dans Supergirl, Metropolis, on n'en entend pas parler en fait. Enfin si, on entend juste parler. D'ailleurs, ça me permet de faire le pont avec ce que je disais concernant l'idée de l'univers partagé dans ce film, qui à la base est une bonne idée, mais ils en ont fait n'importe quoi, parce que là, autant tu vois Christopher Reeve / Superman / Clark Kent sur un poster dans une chambre d'adolescente, autant tu le vois jamais en acteur dans le film dans son propre rôle en fait, tu vois, parce qu'apparemment Christopher Reeves, il a lu le scénario, il a dit je jouerai pas dans cette merde, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc l'univers partagé est du coup très mal branlé, parce que bah, du coup ça rend plein de choses incohérentes, il se passe des trucs dans le film. Le coup de la sorcière qui à la fin veut dominer le monde, elle soumet tout le monde, toute l'armée machin à sa botte.
Superman n'est pas là. Je sais pas ce qu'il branle, l'autre il doit être encore en train de se taper Lois Lane dans la forteresse de solitude. Mais voilà, s'il est dans ce monde-là, en tout cas, c'est toujours resté un tocard qui en a rien à foutre. D'ailleurs, il sait toujours pas qu'il y a sa cousine qui a foutu les pieds sur terre. Il cherche même pas à rentrer en contact l'un et l'autre. Enfin bref, pourquoi pas. Donc voilà, l'idée est très mal branlée de l'univers partagé. C'est comme on appuie systématiquement dans le film le fait que « Hey, je m'appelle Lucy Lane. Lane. Tu sais, Lane, hein, Lucy Lane, comme Lois Lane, parce que c'est ma sœur. Voilà. Ah, mais c'est Jimmy Olsen. C'est Jimmy Olsen du Daily Planet à Metropolis, le collègue de Clark Kent et de Lois Lane. Voilà, là, j'invente rien. Dans ce film, ça, vous allez en bouffer toutes les 30 secondes. On t'appuie les références, on te les fourre dans la gueule comme on essaye de gaver une oie pour les périodes de fête. Au bout d'un moment, c'est bon, on a compris, foutez-moi la paix, quoi. Putain, ça aurait été juste plus subtil de laisser juste le coup du poster dans la chambre d'adolescente, là, voilà, juste ça, ça aurait été un peu plus subtil. Mais là, c'est Lois Lane, Daily Planet. Je suis Jimmy Olsen, je travaille pour le Daily Planet. Superman existe à Metropolis. Et bon, on a... Ouais, je suis agaçant quand je fais ça, bah voilà, bah tout ce film est comme ça. Linda Lee, qui est donc l'identité terrienne, entre guillemets, de Kara, de Supergirl, hein, comme Clark Kent est l'identité de Kal-El. Linda Lee, quand elle se transforme en Supergirl, et ben là, c'est du changement instantané. C'est-à-dire que c'est même pas de la super vitesse. La meuf, elle passe derrière un arbre, elle est changée instant. Hein. D'ailleurs, quand elle est en Linda Lee, elle est brune. Et quand elle est en Supergirl, elle retrouve sa chevelure blonde. Donc la meuf, elle a le temps de se faire, grâce à la super vitesse, mais c'est pas montré dans le film ou quoi, elle a le temps de se faire une couleur, tu sais. D'aller à la douche, de se faire une couleur country colors, là, Schwarzkopf, et puis c'est parti en avant-gagnant, quoi. Un point négatif, j'ai noté les dialogues. Inconsistant, insupportable. Du coup, le combat final, c'est à base de je vais te tuer, Supergirl. Non, je ne te laisserai pas faire ça. Voilà. Les dialogues, c'est de ce tonneau tout le long du film. C'est surjoué, c'est mal fait, c'est mal branlé. Cette Supergirl, elle est naïve et elle est stupide. C'est la gonzesse qui découvre sans cesse. Et voilà, elle est dans la perpétuelle découverte de la, comment dire, de la civilisation humaine finalement, hein, du terrien. Et donc, elle s'émerveille pour un oui, pour un non. C'est insupportable, voilà, c'est la petite conne, petite pucelle qui est là. Ah, oui. C'est aussi bien joué que ça d'ailleurs. Je suis désolé, mais c'est pas du tout la Supergirl que tu vas lire dans l'arc de Michael Turner. Là. C'était Jeff Loeb au scénar et c'était Michael Turner au dessin. Pour ceux qui ont lu Superman Batman de Jeff Loeb et Ed McGuinness. T'as un arc Supergirl où on t'apprend l'origine story de Supergirl, en fait, d'où elle vient, qui elle est et pourquoi. Et il n'y a rien à voir, hein. Putain, il n'y a absolument rien à voir avec les foutaises que t'as dans ce film-là. T'as des séquences d'action suspense où le héros du film, enfin le héros, l'espèce de beau gosse qui sert à rien à part jouer au beau gosse, il se fait courser par un tractopelle. Voilà. On en est là, dans un film Supergirl. Bref, pour résumer le film Supergirl de 1984, j'ai mis si Superman 2 et 3 crachent sur le personnage de Superman, celui-ci fait pire encore, il vomit littéralement un portrait de la femme caricatural, grossier et rétrograde. Hein, je vous rappelle que dans ce film, voilà, la femme, c'est les filles, c'est le soleil couchant, les chevaux qui galopent, les petits lapins qui courent, le beau gosse jardinier ténébreux du lycée qu'il faut à tout prix se taper. Voilà, ça c'est le portrait de la femme dans Supergirl. Ce film n'a qu'un but commercial, clairement, c'est d'essayer d'agrandir le public de Superman en récupérant justement les enfants, les fillettes et un public plus féminin. Je pense que le public féminin, t'as quand même plus de chances de le faire venir en salle avec Christopher Reeve qu'avec une pétasse qui sait pas jouer et qui salit l'image de la femme, enfin bref. Supergirl, c'est tout ce que j'aime pas dans un film issu de comic book. C'est qu'en fait, on essaye de vendre au maximum, quitte à dénaturer une licence et un personnage, rien à foutre.
Il faut vendre au maximum, faut faire de l'humour, faut rester dans un ton léger pour que les enfants puissent se déplacer au cinéma avec leur maman. Il faut maintenant attirer les petites filles, voilà. Et du coup, si tu veux faire ça, fais un film Barbie, m'emmerde pas avec ton film Supergirl, putain de Salkind de merde. Parce que ce film a été produit par les Salkind, donc les producteurs de tous les Superman jusque-lors, hein, Superman 1, 2 et 3. Arrêtez, au bout d'un moment, arrêtez de tirer à boulet rouge sur la licence Superman. Quand je dis Superman, Supergirl est englobée dedans parce qu'elle appartient à cet univers. Arrêtez de chier sur l'univers de Superman, je vous en supplie. Je sais bien que c'est des films qui datent des années 80, mais bon, pas d'excuses quand même, quoi. Combien je note ce film? Alors vous savez, c'est très compliqué de donner une note au film de merde. Parce que du coup, il s'établit une espèce de hiérarchie en fait dans la nullité. J'ai mis 3 sur 20, j'ai mis 7,5 sur 20 à Superman 2 version ciné, parce qu'il vaut pas plus. J'ai mis 3 sur 20 à Superman 3, parce que pour moi c'est un ramassis de conneries qui chie à la gueule de Superman. Et de Supergirl et de Superman 3, lequel est le pire? C'est ça, tu vois, la vraie difficulté, parce que si je donne une note, il faut que je sois quand même cohérent avec le discours que j'avais sur Superman 3. Est-ce que Supergirl est pire que Superman 3 ou pas? Putain, alors là c'est dur, hein, j'en dors plus la nuit moi de me poser cette question, tu vois. Je vais mettre 3,5 sur 20 à Supergirl. Voilà, je mets un demi-point en plus, pour moi il est moins pire, légèrement moins pire que Superman 3, parce que Superman 3 c'est vraiment, l'idée c'était vraiment, on fait un film comique. On fait un film comique, on fait Benny Hill avec Superman. Supergirl, un peu mieux noté, hein, vraiment très légèrement, 3,5 sur 20. Pourquoi? Parce qu'au moins, même s'il est complètement con du début à la fin, ce film, au moins, il se prend un peu plus, mais c'est une pincette qu'il faut prendre, hein, un peu plus au sérieux que Superman 3. L'idée, c'était pas de faire un film comique, c'était de faire un film pour les petites filles, etc., avec tout ce que ça engendre comme stupidité, comme naïveté, mais au moins, l'idée c'était pas de faire une comédie burlesque, l'idée c'était pas de faire du Charlie Chaplin avec la licence Superman, même si on n'en est pas loin finalement. Pour continuer dans la chronologie des films DC Comics, le prochain sur la liste c'est Superman 4. Putain, je vais pas m'en sortir.